Bonjour, le 16 avril 2026, j'ai été invité par l'Université populaire d'Antony pour donner une conférence dans le cadre d'un cycle sur les océans sur les tortues marines et l'état des populations, l'état des migrations. Et donc j'ai appelé cette conférence Les tortues marines, sentinelles de la santé des océans. Alors, déjà, qui je suis? Marc Girondeau, professeur d'écologie et d'évolution à l'université Paris-Saclay, dans l'équipe processus écologique et pression anthropique de l'UMR CNRS Paris-Saclay AgroParisTech qui s'appelle Écologie, Société et Évolution. L'histoire de la Terre est marquée par des séries d'extinctions et augmentation de la biodiversité. On a décrit, les paléontologues ont décrit 5 grandes périodes d'extinction. La dernière paléontologique date d'il y a 66 millions d'années, c'est l'extinction crétacé-tertiaire, quand on a les dinosaures non aviens qui disparaissent et donc il ne reste que les oiseaux dans ce groupe des dinosauria. Mais on est en train de vivre, depuis on va dire à peu près 10 000 ans, une nouvelle crise d'extinction, la sixième extinction, euh, qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. La difficulté, c'est que la quantifier, la qualifier est pas forcément très simple parce que autant des crises d'extinction paléontologiques, on a le recul suffisant, ça s'est passé sur 1 million d'années, par exemple. L'extinction KT, c'est à peu près 100 000 ans. Euh, et là, on est en train de vivre à l'heure actuelle une crise d'extinction. Et donc, on est à l'échelle de l'année et c'est pas forcément facile d'avoir beaucoup de recul pour qualifier ces extinctions. Pour qualifier ces extinctions, on peut utiliser des espèces indicatrices de la qualité de l'écosystème. Par exemple, une espèce qui va utiliser un grand territoire, des habitats variés, va nous fournir une information complète et rapide sur l'état de la planète. C'est en ce sens que les tortues marines peuvent être considérées comme des espèces indicatrices de l'état de l'écosystème, on le verra juste après, mais c'est en plus des espèces qui ont un capital de sympathie important dans le public et donc sur lesquelles on peut relativement facilement communiquer. On connaît généralement bien les tortues qui sont caractérisées par cette carapace qui est assez unique dans le monde animal et parmi ces tortues, il y a 3 grands types de milieux de vie. Les tortues palustres qui vont vivre dans les étangs, dans les lacs, dans les marais, dans les cours d'eau. Ce sont des espèces aquatiques mais d'eau douce. On a les espèces terrestres avec certaines espèces très connues qui étaient vendues dans les années 1970 comme espèces entre guillemets de jardin, la tortue de jardin. Il est toujours bon de rappeler que maintenant elles sont complètement protégées. Il est interdit de détenir une tortue prise du milieu naturel. Et enfin, il y a les tortues marines. Les tortues marines, 7 espèces présentes sur la planète, qui sont présentées ici. Je vais les décrire très rapidement avec des petites anecdotes les concernant. Tortue olivâtre, en haut à gauche, donc une tortue qui a comme stratégie de ponte des aribadas. Donc des aribadas, c'est quand 100 000 tortues, 100 000 femelles viennent ensemble au même moment pondre sur une plage. C'est considéré comme étant une stratégie de saturation des prédateurs. Quand vous arrivez à 100 000, même s'il y a un prédateur par rapport à un jaguar, par exemple un jaguar présent sur la plage, bah, il mangera une tortue, mais ça en laisse 99 999 vivantes. Cette espèce peut pondre aussi sous forme solitaire, comme les autres tortues marines, mais c'est vraiment cette ponte sous forme d'aribada qui est la caractéristique unique chez cette espèce. On trouve ces aribadas sur la côte ouest des,
de l'Amérique du Nord, Mexique notamment, et on trouve aussi ces Aribadas en Inde, par exemple. La tortue verte est une tortue cosmopolite qui est présente à peu près sur tous les océans et toutes les mers du globe. Le nom verte provient de la couleur de sa graisse. Tortue lutte, une tortue vraiment très particulière, la plus grande des tortues marines, qui n'a pas une vraie carapace au sens avec des écailles kératinisées. Elle a une peau sur des plaques osseuses. Donc la tortue lutte, on va revenir sur cette tortue parce qu'il se passe des choses étonnantes, non comprises sur cette tortue, et c'est un peu de ça sur lequel je conclurai mon exposé. La kawan, dite tortue grosse-tête dans un certain nombre de territoires, une tortue aussi fréquente dans à peu près toutes les mers et tous les océans du monde, elle remonte le plus dans le nord et dans le sud parmi les tortues marines. Tortue imbriquée, c'est l'espèce sur laquelle on prenait l'écaille pour faire la marqueterie. À l'heure actuelle, c'est bien entendu interdit, mais donc, quand on parle d'écaille de tortue, ça vient de la tortue imbriquée. Tortue à dos plat, que vous ne pouvez voir que si vous êtes au nord de l'Australie, et tortue de Kemp, une petite tortue à peu près de la même taille que la tortue olivâtre, qui pond dans le golfe du Mexique, qui a comme caractéristique par rapport à la tortue olivâtre d'avoir des écailles complètement symétriques, gauche-droite sur la carapace, alors que la tortue olivâtre, elle, est complètement asymétrique. L'origine de cette symétrie-asymétrie n'est pas pour l'instant comprise. Donc nos 7 espèces de tortues marines utilisent un habitat marin qui peut être extrêmement varié. Par exemple, ici, vous avez l'habitat marin montré pour la tortue lutte. Vous voyez que la tortue lutte, c'est la partie de la carte de géographie avec la partie foncée des océans. Vous voyez qu'elle est présente dans tous les océans, dans toutes les mers du monde. À peu près, et elle remonte très haut dans le nord et descend très bas dans le sud. Donc c'est un habitat marin qui peut être côtier et océanique et qui peut être pélagique et benthique. Pélagique, ça veut dire la colonne d'eau, benthique, ça veut dire le fond. Donc un animal qui va utiliser tout le territoire marin, mais qui en plus utilise un habitat terrestre, les plages, pour la ponte. En effet, les tortues marines viennent pondre sur les plages et cet habitat terrestre des tortues marines en fait des espèces beaucoup plus faciles à étudier que les cétacés qui occupent une niche écologique marine à peu près similaire, sauf que faire une prise de sang sur un rorqual ou même un dauphin, ça n'est pas simple, alors que faire une prise de sang sur une tortue, quand elle vient à terre, c'est très facile. Donc, entre guillemets, elle s'offre à nous pour être étudiée et nous donner des informations sur le milieu marin. Le cycle de vie des tortues marines est assez complexe. On le voit ici. Alors, à gauche, vous avez des femelles qui sont sur leur site d'alimentation, se nourrissent. Il y a aussi des mâles sur ces sites d'alimentation qui sont souvent les mêmes, bien qu'on connaisse relativement mal le milieu de vie des mâles. Mais au moment où les animaux vont aller se reproduire, on a une migration des mâles et des femelles vers les sites de reproduction, les sites qui seront ensuite de nidification, un accouplement souvent devant les plages, et ensuite la femelle va venir plusieurs fois dans la saison déposer ses œufs sur la plage, entre, on va dire, 2, 3 fois chez certaines espèces, jusqu'à 14 fois pour la tortue lutte. Ensuite, la femelle retourne sur les sites d'alimentation et reviendra pondre 2 ou 3 ans après, parfois 4 ans. Sur les sites de ponte, donc les œufs restent dans le sable à 60 cm de profondeur et selon la
température, il va se passer un phénomène assez exceptionnel, dont on reparlera un peu par la suite, qui est que le sexe des bébés tortues, savoir s'ils vont devenir des mâles ou des femelles, dépend de la température d'incubation. Mais on reviendra sur ça. Alors, dans ce cycle de vie, si on essaye de caler des temps, vous voyez que l'incubation elle-même dure environ 2 mois, 3 mois. Ensuite, vous avez les femelles qui sont dans la zone où elles vont pondre, ça dure à peu près 5 mois. Vous avez l'intervalle interponte qui est d'environ une dizaine de jours, le nombre d'années entre deux saisons de ponte qui est environ 2,5 ans, la durée de vie des tortues n'est pas connue, le nombre d'années avant qu'un bébé tortue devienne mature, c'est aux alentours d'une vingtaine d'années. Et donc, voilà, ça nous donne un cycle complexe comme cela. On revient sur l'intérêt des tortues marines. On a vu qu'elles utilisent des habitats marins, mais aussi des habitats terrestres. Et au sein de ces habitats marins, elles vont avoir des statuts trophiques, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont être carnivores, herbivores, très variés. La tortue verte va être plutôt herbivore, la tortue lutte va manger plutôt des proies gélatineuses, la tortue imbriquée va plutôt manger des, du corail et des animaux associés, et la caouane ou la tortue olivâtre vont être plutôt carnivores. Donc vous voyez qu'on a toute une gamme de régimes alimentaires, beaucoup d'habitats différents sur toutes les mers du monde. Donc nos 7 tortues marines sont des espèces idéales pour nous donner une information sur l'état du milieu. On arrive maintenant à une petite particularité. On est en France et finalement la France a une zone économique exclusive très importante. La zone économique exclusive, c'est la partie des mers qui est sous le contrôle d'un pays. Le pays qui a la zone économique exclusive, ou ZE, la plus importante, ce sont les USA, avec 11 351 000 km². Mais le deuxième, à l'échelle de la planète, c'est la France. 11 35 000 km². Ensuite, l'Australie, on n'est qu'à 8 millions. Donc vous voyez que la France, bien que ça apparaisse comme un relativement petit pays à l'échelle du monde, par tous les territoires qu'elle possède dans toutes les mers et océans du monde, est le deuxième pays du monde par rapport à la ZEE. Cette ZEE nous donne des droits d'exploitation, mais aussi des devoirs de conservation. Et c'est là où notre travail sur les tortues marines prend toute sa signification, parce que la France, avec cette ZEE très développée, est le premier pays du monde en tant que porteur de tortues marines. C'est en France qu'il y a le plus de tortues marines. Alors ça paraît peut-être étonnant vu de France métropolitaine. On verra tout à l'heure qu'il y a quelques pontes dans le sud de la France, ça c'est nouveau, mais quand on regarde tous les territoires français, ben là on comprend mieux. La Réunion, là on est dans l'océan Indien, la Réunion, Tromelin, les Glorieuses, Juan de Nova, Bassas de India, Europa, Mayotte sont des territoires où il y a énormément de tortues marines. Quand on passe côté Atlantique, vous avez les 4 îles des Antilles, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth, mais bien entendu la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui bien que très dans le nord, hein, au niveau du Canada, c'est une zone où il y a énormément de tortues luttes qui viennent se nourrir. En France métropolitaine, il y a beaucoup de tortues qu'on retrouve au niveau des pertuis charentais, donc vers La Rochelle, beaucoup de tortues qui se nourrissent et on sait que ce sont des tortues qui notamment viennent de Guyane.
Côté Pacifique, on a la Polynésie française, un territoire immense, très riche en tortues marines, Wallis et Futuna, et la Nouvelle-Calédonie, dans laquelle on a décrit l'année dernière deux atolls complètement à l'ouest de la Nouvelle-Calédonie, à égale distance entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, qui sont français, Chesterfield et Bellona, qui accueillent à peu près 350 000 pontes de tortues vertes par an. C'est énorme. Donc, une des responsabilités françaises pour les tortues marines qui sont dans sa ZEE. Ce sont des espèces protégées dans tous les pays, mais on a par exemple des prélèvements des œufs. Ici, c'est une photo au Suriname. Prélèvement des œufs, braconnage des adultes au Congo. Au Guyana, braconnage des femelles sur les plages qui viennent, les femelles qui viennent pondre. Et Guyane française, des prises accessoires dans des bateaux de pêche. Ces 7 espèces de tortues marines ont un statut de conservation qui est donné par l'UICN. Alors, qu'est-ce que c'est un statut de conservation? C'est en fait l'état des populations. L'UICN, c'est une structure internationale créée en 1948 à Fontainebleau, en France, qui est une structure unique dans son genre, dans le sens où elle regroupe à la fois les pays, mais aussi des ONG qui siègent ensemble pour travailler sur la biodiversité. Un des travaux principaux de l'UICN, c'est de fournir un statut à toutes les espèces sur la Terre. Les 7 tortues marines ont été évaluées. La tortue olivâtre a un statut vulnérable, la tortue verte en danger, tortue luth vulnérable, la tortue imbriquée en danger critique d'extinction, la caouane vulnérable, la tortue de Kemp en danger critique d'extinction et la tortue à dos plat n'a pas de statut. On considère qu'on n'a pas encore assez de données pour pouvoir donner un statut. Ça, ce sont des statuts à l'échelle de l'espèce. Mais quand on voit par exemple la tortue luth, qui ici est répartie sur tous les océans et beaucoup de mers du monde, on peut se demander est-ce qu'un statut global pour cette espèce est réellement intéressant ou est-ce qu'il ne faudrait pas passer à un statut régional? Alors le statut au niveau de l'espèce est pertinent parce que une espèce, c'est une entité génétique unique. Mais au niveau régional, c'est pertinent parce que ça reflète une histoire biologique commune. Alors comment on va définir ces entités régionales chez les tortues marines? Ça, c'est un travail qui a été fait avec différents collègues. Les RMU, pour unités de gestion régionale, ce sont des enveloppes spatiales imbriquées pour les tortues marines à l'échelle mondiale et c'est basé sur des échanges d'individus sur les sites de nidification. Quand un individu est marqué sur un site et retrouvé ailleurs, ça veut dire que géographiquement, il y a une liaison entre ces deux parties. On utilise la génétique des populations et la télémétrie par satellite pour savoir quels sont les territoires utilisés par les individus, par exemple, d'un site de ponte. Donc, par exemple, ici, pour la tortue luth, ça a permis de définir 7 entités régionales et on a pu donner un statut aux tortues luth de ces 7 unités régionales, en réalité de 6, parce que les tortues de l'océan Indien, sur la partie nord de l'océan Indien, on a considéré qu'on n'avait pas assez d'informations pour donner un statut. Donc, le statut des tortues marines peut être défini à l'échelle de l'espèce, c'est ce qu'on a vu précédemment, au niveau régional, c'est ce qu'on vient de voir, mais aussi au niveau national et au niveau des plages. Au niveau national, c'est pertinent parce que ça reflète une législation commune au sein d'une ZEE. Et au niveau des plages, c'est pertinent car il s'agit d'espèces philopatriques, donc les femelles reviennent pondre dans la région où elles-mêmes sont nées et reviennent pondre dans la région où elles ont déjà pondu.
Quand on regarde à cette échelle plus locale, soit nationale, soit plage, on se rend compte qu'on a des trajectoires qui peuvent être extrêmement différentes. Ici, vous avez 6 territoires sur lesquels on a des séries temporelles environ d'une vingtaine d'années, voire plus, et on se rend compte que ça peut être extrêmement variable. On a des augmentations, des chutes. Maintenant, on va se concentrer sur ce qu'on voit en haut à droite, Guyane française, pour la tortue lutte. La situation en Guyane française et au Suriname, le Suriname est le pays frontalier de la Guyane française au niveau du nord-ouest. Situation entre 1967 et 2002, vous voyez que la situation est plutôt bonne, on a une population en croissance, on a des années avec jusqu'à plus de 60 000 pontes. Très bonne situation. Et puis maintenant, si on regarde de 2001 à 2018, c'est donc la Guyane française, c'est la courbe du haut, ben, on se rend compte qu'on a encore eu un pic dans les années 2009, mais que déjà le pic est beaucoup plus petit que le pic des années 87-89 qu'on a vu précédemment. Et puis, bah, depuis, ça chute. Et si on met tout ça ensemble, on se rend compte que bah, après un pic important dans les années 87-90, bah, ça chute, ça chute, ça chute. Comment passer de 60 000 pontes en 1987 à moins de 100 en 2025. Ça, c'est à l'ouest de la Guyane. À l'ouest de la Guyane, la grande plage qui s'appelle la plage de Yalimapo, qui accueillait 50 000 pontes dans les années, milieu des années 80, l'année dernière a accueilli 26 pontes. Comment on est passé de ces situations? Et si vous vous rappelez le graphique qu'on vient de voir avec les 6 entités régionales, bah, globalement, la situation des tortues luttes actuellement est plutôt en déclin un peu partout. Océan Indien, Pacifique, Atlantique. Et donc, comment expliquer quelque chose qui nous donne un effet global comme ça? Un effet global, immédiatement, on pense à quelque chose qui touche toute la planète. À quoi on peut penser? Eh bien, au changement climatique. Le changement climatique, c'est quoi? On va le voir plus précisément après, mais c'est une augmentation de la température de l'air et de la mer en lien avec un phénomène qui est la rétention du rayonnement infrarouge par des gaz à effet de serre. Et comme on émet beaucoup de gaz à effet de serre, on augmente petit à petit la température atmosphérique. La situation, ça c'est un graphique tiré du GIEC, la situation actuellement n'est pas très favorable, dans le sens où là on a différents scénarios proposés par le GIEC, c'était la version de 2015, et on se rend compte que ben, on est plutôt dans la partie non favorable, la plus haute de l'augmentation de la température de l'air, de l'atmosphère sur Terre. Alors, le fait qu'on a un changement climatique, bah, ça se voit notamment sur la colonisation de nouveaux territoires par les tortues marines. Là, il est intéressant de rappeler ce qu'on est en train de voir en France, au sud de la France, sur les côtes méditerranéennes, où on peut dire que depuis 500 ans, on est sûr qu'il n'y a pas de tortue marine qui venait pondre. Je pense que si une tortue marine était venue pondre, même au XVIIIe, XIXe siècle, on en aurait entendu parler. Or, depuis une dizaine d'années, on voit des pontes de tortues marines sur ces côtes. Ici, c'est la synthèse de 2023, un travail qu'on a proposé au Congrès international sur les tortues marines qui s'est passé en Thaïlande. Ben, on a 14 pontes en 2023, et on en a en 2024, on en a en 2025, et maintenant ça devient régulier.
Ça, c'est une des conséquences du réchauffement de la mer. Les tortues remontent plus dans le nord. Mais, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai montré le cycle de vie des tortues marines, il se passe quelque chose de particulier aussi pendant la ponte. Pendant la ponte, l'incubation des œufs, on a un phénomène qui s'appelle la détermination du sexe sensible à la température chez les tortues. J'ai représenté ici une petite tortue palustre française, la cistude d'Europe. Pourquoi cette espèce? C'est chez cette espèce que le phénomène a été découvert chez les tortues. Si vous mettez un œuf à 25 degrés Celsius, l'individu qui va naître va avoir une gonade de type testicule et ce sera un mâle. À gauche, on voit un testicule typique chez une tortue. Si on met un œuf à 30 degrés Celsius, on l'incube, il va naître un individu dont la gonade est un ovaire. À droite, c'est une gonade de type ovaire, et c'est donc une femelle. Le graphique central vous représente la transition entre mâle à basse température, femelle à haute température et une zone de transition où on va voir les deux sexes. La détermination du sexe sensible à la température, c'est une histoire française. C'est une histoire française d'abord par Madeleine Charnier. Madeleine Charnier, en 1966, travaillait à Dakar sur l'embryon d'un lézard, Agama agama. Et selon les conditions d'incubation, elle détermine qu'il va naître soit des mâles, soit des femelles. Et elle propose que c'est la température. Elle n'avait pas la preuve absolue, mais c'était en fait la bonne conclusion. Ce travail a été repris d'une certaine façon ou découvert indépendamment par Claude Piot, qui en 1969 et puis après 70, 71 a découvert finalement la même chose chez les tortues. C'est pas exactement le même type de patron, mais chez les tortues, les basses températures sont masculinisantes, les hautes températures sont féminisantes. Claude Piot a fait toute sa carrière sur le sujet. La dernière publication qu'il a faite, c'est en 2004, mais Claude Piot est toujours parmi nous et s'il écoute cette vidéo, je le salue. On a donc vu qu'il y a une détermination du sexe sensible à la température chez les tortues, et on a vu aussi qu'on a un changement climatique avec une augmentation de la température atmosphérique et la température de la mer, donc dans les milieux où vivent et où vont se reproduire les tortues. Et donc très rapidement, dès 1989, on s'est demandé est-ce que le réchauffement climatique n'est pas une menace pour les tortues marines? Effectivement, quand vous essayez de regarder à la même échelle un patron de réponse du sexe ratio, donc mâle-femelle, chez par exemple la tortue verte, les basses températures sont masculinisantes, les hautes températures sont féminisantes. Ici, vous avez l'axe des températures qui est vertical, et que vous remettez l'augmentation des températures prévues par le GIEC, ben vous vous rendez compte qu'on passe finalement, avec les scénarios les plus pessimistes que malheureusement on est en train de vivre, on passe d'une température 100% masculinisante à une température 100% féminisante. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'observer la disparition des populations de tortues marines en réponse à la féminisation des populations? Et je pense que non. Je pense qu'en fait, le changement climatique ne devrait pas avoir d'incidence sur le rapport des sexes chez les tortues marines. J'ai publié l'année dernière, enfin non, c'est en cette année, en 2026, les fausses hypothèses de l'effet du changement climatique sur les nids de tortues marines qui ont une détermination du sexe sensible à la température. Alors, je ne suis pas du tout climato-sceptique. Il est clair que l'augmentation des températures
par les gaz à effet de serre, on le voit. On le voit tous les jours. D'année en année, ça se voit de plus en plus. Mais ce qui se passe au niveau de l'atmosphère n'est pas la même chose que ce qui se passe à 60 cm de profondeur sur les nids. Je vais essayer de vous expliquer ça parce que ça me semble assez important de comprendre déjà comprend comment fonctionne le système atmosphérique, l'impact des gaz à effet de serre et pourquoi je pense que ça n'a pas d'impact sur la température dans les nids. Ce petit schéma vous représente la situation, en gros, avant l'augmentation des gaz à effet de serre. On va dire qu'on est en 1800. On a le Soleil qui envoie des radiations E1, de l'énergie sous forme de radiation solaire, qui passe à travers un couvert nuageux qui va en piéger une partie, mais une partie E2 arrive au niveau du sol et ce rayonnement solaire qui arrive au niveau du sol va chauffer la surface du sol et cette énergie va se transférer dans le sol via à la fois des phénomènes de convection et de conduction thermique pour finalement chauffer les nids qui sont à 60 cm de profondeur. Donc, cette énergie liée au rayonnement solaire va réchauffer à la fois l'atmosphère, mais réchauffe aussi le sol. Et cette énergie, c'est E3, c'est en fait tout corps qui n'est pas à 0 Kelvin émet des infrarouges. Et c'est ces infrarouges qui vont être piégés par les gaz à effet de serre. GHG, c'est greenhouse gas, gaz à effet de serre. Et donc, l'atmosphère, les gaz à effet de serre vont piéger une partie de ce rayonnement infrarouge et une partie va être réémise vers l'atmosphère, va sortir de l'atmosphère, c'est la partie E4, et une partie va être piégée et ça nous donne la température de la Terre. La température de l'air est présentée à gauche, c'est T1, température de l'air qui va chauffer l'air ambiant, mais finalement ne va avoir que très peu d'impact sur le sol et les parties inférieures du sol, parce que l'air est un très mauvais conducteur thermique. Donc la température des nids dépend énormément du rayonnement solaire et très peu de la température de l'air. Très bien, ça c'était 1800. Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, on a brûlé énormément de combustibles fossiles, on a remis dans l'atmosphère beaucoup de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Le Soleil, lui, n'a pas changé. Le Soleil, il n'y a pas quelqu'un qui a augmenté le Soleil. L'augmentation de la température n'est pas liée à un changement de l'activité du Soleil. Ça, c'était une hypothèse un peu ancienne, qui maintenant a été complètement désavouée. Donc le Soleil ne change pas. Quantité E1, pareil. Un petit peu plus de couvert nuageux parce que, on va le voir, la température de l'air est un peu plus importante, donc un peu plus d'évaporation, mais on va dire pour ça, c'est marginal. Donc E2 et E'2, la quantité d'énergie qui passe à travers les nuages ne change pas réellement. Donc la quantité de radiation qui arrive sur le sol, qui va chauffer le sol, qui va chauffer les plages, est très peu différent. Et donc E5 et E'5 vont être assez peu différents. Et donc les nids vont être à peu près même température qu'en 1800. Le soleil n'a pas changé. Par contre, c'est là où ça va changer beaucoup, l'énergie réémise par la radiation infrarouge, cette partie E'3 va être piégée par les gaz à effet de serre, va augmenter la température de l'atmosphère T'1,
Mais donc cette température de l'atmosphère va être plus importante, ce qui va provoquer plus d'évaporation, ce qui va provoquer plus de pluie, plus de vent. Ça, ok, c'est ce que nous, on ressent en tant que changement climatique. Mais par contre, pour les nids de tortues, la partie E5 et E'5 sera très peu différente. Donc en conclusion, le rayonnement solaire ne change pas dans le contexte du changement climatique. Hein, on n'est pas en train d'augmenter le soleil. La température de l'air augmentera en raison de l'effet des gaz à effet de serre qui retiennent des rayonnements infrarouges dans l'atmosphère. Donc on a une augmentation d'énergie dans l'atmosphère. À des profondeurs de 10 cm et au-delà, quand on est en plein soleil, l'apport énergétique provient du rayonnement solaire et non de la température de l'air. Donc par conséquent, bien que la température de l'air augmente, la température du sable sous la surface, en gros à moins de 10 cm, ne changera pas ou marginalement, car le rayonnement solaire ne devrait pas évoluer sous l'effet du changement climatique d'origine anthropique. Donc finalement, notre hypothèse qui était qu'on est en train de voir un effet du changement climatique sur la féminisation des populations, en fait, je pense que c'est faux. C'est une hypothèse qui a été formulée, mais qui en fait, ne tient pas à la lumière des faits qu'on a et ne tient pas à la lumière du mécanisme du réchauffement climatique. Mais alors, si on revient à nos tortulutes et à cette chute drastique du nombre de pontes que l'on voit entre les années 88-90 et actuellement, comment on passe de 60 000 pontes à moins de 100. Il y a plusieurs façons de prendre le problème. Première façon, c'est déjà de se questionner sur la qualité des données. Et effectivement, les points ici ne sont absolument pas consolidés. Parfois, un point représente une estimation globale Guyane-Suriname. Parfois, un point représente une estimation Ouest-Guyane. Parfois, une estimation totale Guyane. Parfois, ça n'est pas une estimation, c'est directement des données de comptage non corrigées pour l'effort de capture. Donc, la réelle forme de cette courbe pour l'instant, n'est pas connue. Malheureusement, il y a des gros problèmes sur la qualité des données qui sont disponibles en Guyane et on ne peut pas réellement être sûr de ce qu'on présente comme données, même si globalement la tendance, on en est sûr. Une autre façon de prendre le problème, c'est de se dire qu'on utilise comme référence les années 87-90 et quand on utilise ces données comme référence, effectivement, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est clairement une anomalie. Mais on peut se questionner sur cette référence. Et pour se questionner sur cette référence, c'est intéressant d'aller voir dans la littérature ancienne ce qui a été dit sur les tortulutes en Guyane. Si on essaye de remonter un peu dans le passé, on a eu en Guyane des voyageurs naturalistes qui sont passés, qui ont décrit ce qu'ils voyaient. Vous voyez à gauche, vous avez une très belle carte de 1762 par Belin de l'estuaire du Maroni. Une précision incroyable. On voit même les villages, quand on zoome un peu, on voit même les villages qui correspondent à des zones connues d'un point de vue archéologique. Donc on a eu des voyageurs naturalistes en Guyane. Le premier qui décrit les tortues marines en Guyane, c'est Pierre Barrère, en 1741, mentionne la tortue-lutte, qu'il appelait Testudo marina omnium maxima, donc la tortue marine la plus grande, qui est présente en Guyane française. Alors, comme on le sait, faut avoir une bonne connaissance à la fois du latin, de la situation en Guyane, parce que donc il cite 3 espèces de tortues marines. Testudo marina major corticata et leviter maculata. Donc, tortue marine de grande taille qui a des taches sur la carapace.
Il l'a décrit à Uyamuri, et donc grosse tortue de mer. Uyamuri, ça n'existe plus à l'heure actuelle, mais on retrouve une correspondance qui est l'embouchure de la rivière Wanari avec à la frontière avec le Brésil. Et donc, dans la transcription des langues amérindiennes, on est à peu près sûr que Uyamuri corresponde donc à la frontière avec le Brésil et cette rivière Wanari. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas l'endroit où on voit beaucoup de tortues vertes. Bon, il y en a qui passent dans le coin, mais clairement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de plage. Donc, il y a probablement des tortues vertes qui sont là, bien que, à ma connaissance, personne n'a jamais été voir actuellement. Bon, c'est pas l'endroit où j'irais si je cherchais des tortues vertes. Ensuite, Testudo marina, minima, tortillon, cap-volage. Alors, Testudo marina, tortue marine, minima, la plus petite, tortillon, bah, voilà, il l'appelait tortillon. C'est un nom qu'on n'utilise plus à l'heure actuelle, sauf dans l'océan Indien, mais pour désigner les bébés tortues. Cap-volage. Alors, cap-volage, c'est un banc de sable instable. Alors, un banc de sable instable décrit en 1741, bah, on n'a aucune idée de où c'était. Et puis la dernière, Testudo marina omnium maxima, donc la plus grande des tortues marines, qu'il appelle Kawan. Alors Kawan, c'est très intéressant parce que à l'heure actuelle, la tortue qu'on appelle Kawan, c'est une autre espèce qui n'a rien à voir avec la tortue lutte. Mais dans la langue Kalinia, la langue des Amérindiens qui vivent sur la côte en Guyane, Kawana, c'est la tortue lutte. Donc en fait, là, Pierre Barrère utilise un nom Kalinia pour désigner cette tortue marine. C'est une grande tortue de mer, j'en ai vu qui avait près de 4 pieds de long. Et alors là, 4 pieds. Et bien en fait, en 1741, pied, c'est une unité qui s'appelait le pied du roi, qui est 32,48 cm. Et donc 4 pieds, c'est 130 cm. 130 cm, c'est effectivement la taille des tortues luttes. Donc, Testudo marina omnium maxima, c'était bien la tortue lutte. Donc, 1741, il décrit des tortues luttes, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Elles ont leur nom de la langue Kalinia, Kawan, très bien. 1774, on a un règlement de la pêche à la tortue à Cayenne. Seules les tortues olivâtres et vertes sont mentionnées, pas la tortue lutte. C'est un peu bizarre. Si vous faites un règlement de la pêche à la tortue, bah, la tortue lutte, qui est quand même une espèce assez exceptionnelle, n'est pas mentionnée. En 1796, Steinman signale la présence de tortues vertes et de tortues olivâtres, mais ne mentionne pas les tortues luttes. Là encore, on se dit quelqu'un qui passe 4 ans en Guyane et la tortue lutte étant tellement particulière, c'est bizarre qu'il ne la décrive pas. La première tortue lutte dans l'histoire du Maroni est décrite en 1881 par Kepler, qui fait un récit de son voyage de 43 ans au Suriname et il décrit la présence de tortues luttes. En 1988, Albert William, le chef du village de Yalimapo, m'a indiqué que les tortues luttes ne venaient pas pondre sur cette plage quand il était jeune. Alors, je ne connais pas exactement l'année de naissance d'Albert William, probablement c'est entre 1950 et 1960. Lors des premières prospections dans les années 1960, Pritchard en 1969 et Schultz en 1971 ont observé que très peu de pontes entre la Mana et le Maroni. Donc, à cette période, on voyait qu'il y a des périodes où il y a des tortues luttes, d'autres périodes où on a l'impression qu'il n'y en a pas. Et si finalement, en revenant à notre graphique depuis 1967, et si la question était mal posée? Si, parce qu'on prend comme référence les années 87-91,
celle où il y avait le plus de tortues. Mais si on prenait comme référence les années 67 ou les années actuelles, finalement, c'est plutôt ces années, dans les années 1990, qui correspondent à une anomalie. Donc, vous voyez que selon la façon dont on utilise la référence, ben, on a une vision complètement différente. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de répondre à cette question? Ben, par exemple, ici, c'est la taille des tortulutes mesurée par différents auteurs sur les plages de Guyane. Heureusement, on a eu des mesures qui ont été faites. Et ce qu'on se rend compte, alors les barres centrales vous représentent la zone où on a 95% des individus. On se rend compte qu'en 87-88, les tortues étaient très très petites. C'était des toutes petites tortues. Petites tortues. Donc, on a l'impression que la période où il y a eu un énorme pic en Guyane, il y a eu un afflux de petites, probablement jeunes, femelles. Et cet afflux, on ne sait pas du tout d'où il vient. Si on essaye d'imaginer ce qu'aurait pu se passer, c'est en 1987-88, on ne sait pas d'où elle venait, mais un afflux énorme de jeunes tortues qui arrivent à maturité, qui viennent sur les plages, qui finalement, en se reproduisant, l'incubation des œufs marche très mal, la réussite d'incubation est très mauvaise sur la plage de Yalimapo, donc ne donne pas beaucoup de jeunes tortues. Et finalement, ben, ces jeunes tortues vieillissent, ne donnent pas beaucoup de descendants, finissent par disparaître, et on est revenu à une situation précédente cette arrivée massive de jeunes tortues. Mais le problème, on a pas mal de problèmes. Alors qu'on pense que c'est une espèce longévive. Longévive, ça veut dire les individus vivent longtemps. Comment est-ce possible d'observer des fluctuations aussi rapides de la taille des populations? Est-ce qu'elles seraient moins longévives qu'on ne le pense? On ne connaît pas l'âge des tortues marines, on n'a pas de moyen d'estimer l'âge des tortues marines. Les méthodes qu'on utilise sont des méthodes qui risquent d'être, qui donnent des résultats qui peuvent être tellement biaisés que je préfère dire qu'on ne le sait pas. Comment faire disparaître à peu près 10 000 femelles des populations de Guyane française sans qu'on ne puisse identifier la cause? Quel est le rôle de la pêche illégale, mais aussi légale, dans la disparition des tortulutes? Malheureusement, on n'a pas de données, on n'arrive pas à avoir de données fiables pour quantifier l'impact de la pêche. Ça devrait être quelque chose de central dans nos travaux. Pourquoi les tortues vertes et les tortues olivardes, qui nidifient au même endroit, sont beaucoup moins impactées? On ne sait pas. Malheureusement, les travaux effectués depuis les années 2000 en Guyane française n'avaient pas d'objectif clairement identifié sur cet impact, sur l'origine de cette baisse des populations. Et en fait, on n'a pas, à l'heure actuelle, les outils et les données pour répondre à cette question. Et donc, on a un plan d'action des tortues marines en Guyane. Ça devrait être vraiment l'élément central de ce plan d'action. Et donc, c'est un appel aux gens qui s'occupent de ce plan d'action. Eh bien, merci de votre attention. Merci à l'Université populaire d'Antony de m'avoir accueilli. Et merci à Gilles Besnet pour m'avoir invité et m'avoir donné l'occasion de faire cette présentation devant les Antoniens. Bonne journée.